Good afternoon. We are now back for our mock conference part 2. And if you followed us this morning, you may already know the title of our conference, but if you are new to our streaming, you may not know the title of our conference. So let me give it to you. Okay, so we are talking, hold on a second, here we go. So the title of our conference is Peace, Justice and Strong Institutions. How can we achieve SDG 16 together? We had a special focus on the UN efforts in Haiti. This morning, we had a number of speakers and we discussed navigating the challenges of SDG 16. We looked at the evolution of the UN peacekeeping, past, present and future. We then also looked at different perspectives, specifically from Japan, helping Haiti. We looked at the understanding of the historical context of the present day in Haiti. And we also looked at modern technology and the role they played in protecting human rights. So this afternoon, we've just had our lunch, and this afternoon, we are going to have a roundtable. So if you missed this morning, you can also watch our YouTube channel and look for the link, part 1, and you can then interpret what you missed this morning. As a reminder, this is an event that's organized by conference interpreting students, master's level at London Metropolitan University. And I would like to thank our head of technology, head of agenda, head of speakers, head of interpreters. They have worked quite hard to produce this last mock conference of the academic year. If you are with us on Zoom interpretation, you can click on the globe at the bottom of your screen. This will open a language menu and you will discover that you can listen to English, Japanese, French, Russian, Portuguese, Spanish, Italian, and Polish. If you are watching the web streaming, there is no access to the interpretation. I would also like to confirm that the ideas that are shared with you today do not represent the views of the speakers nor the views of the universities. They were put together to practice interpretation. So I think we are now ready to start, and I will switch in French. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi. Je pense que, tout comme moi, vous avez été très impressionnés par les intervenants que nous avons écoutés ce matin. Ils ont été nombreux et je dois dire que leur contribution a véritablement nourri un débat qui mérite d'avoir une table ronde. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Je sais que lorsque nous écoutons un nombre de discours, eh bien, quelquefois, on est tenté d'écouter passivement. Eh bien, cet après-midi, c'est l'occasion d'être actif au sein même de notre débat et de prendre la parole. Vous pouvez peut-être partager avec nous un ressenti, une expérience, une question. Et nous sommes ici autour de la table pour en discuter. Alors, pour prendre la parole, eh bien, c'est très simple. Vous avez devant vous votre nom. Voici le mien, par exemple. Et si vous voulez prendre la parole, eh bien, vous pouvez positionner votre nom à la verticale et je pourrai voir ainsi que vous avez envie de prendre la parole. Et je vous donnerai la parole bien volontiers, bien sûr. Si vous n'avez jamais utilisé le système de conférence, eh bien, c'est également très simple. Pour prendre la parole, vous devez appuyer sur le bouton qui active le micro et la caméra et tout le monde pourra vous entendre ici en présentiel ainsi qu'en ligne. Si vous voulez prendre la parole et que vous êtes en ligne, c'est-à-dire avec nous sur la plateforme Zoom, eh bien, c'est également très simple. Je vous demanderai d'activer la petite main qui est visible en bas de votre écran. Vous pouvez la voir ici, tout en bas. Eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur cette petite main et je verrai que vous voulez prendre la parole et je vous donnerai également
la parole avec plaisir. Donc, comment va être structuré cet après-midi? Comme vous l'avez vu, nous avons réorganisé notre salle pour faciliter la communication entre les intervenants. C'est beaucoup moins formel que ce matin. Et j'espère que vous vous sentirez à l'aise pour véritablement apporter votre expérience au cœur du débat. Nous avons structuré cette table ronde avec trois questions qui, je pense, sont assez importantes, mais intéressantes et vont nourrir notre débat de façon assez pertinente, je dois dire. Alors, je réorganise mon écran et je laisse apparaître mes trois questions. Alors, trois questions et nous avons 60 minutes. Je vous encourage donc à essayer de penser que notre débat sera divisé en trois parties. 15 minutes par question. Alors, la première question, elle est très simple. Je vais vous faire part des trois questions. Voici la première. Comment pouvons-nous renforcer les accords et les partenariats pour encourager la participation des groupes sous-représentés tels que les femmes, la jeunesse et les personnes en situation de handicap dans des initiatives pour le maintien de la paix en République d'Haïti, mais aussi à travers le monde? Alors, je sais que nous nous sommes concentrés sur la République d'Haïti, mais que vous pouvez parler et échanger d'autres expériences qui se rapportent à la question, mais qui n'ont pas directement attrait au lieu géographique dont nous avons parlé ce matin. Donc ça, c'est la première question, un intérêt tout particulier pour la participation des groupes sous-représentés, donc les femmes et les filles, la jeunesse et les personnes en situation de handicap. Que pouvons-nous, quelles sont les initiatives que nous pouvons entreprendre pour essayer de maintenir la paix de façon inclusive avec ces groupes? Ensuite, nous aurons l'occasion de débattre d'une deuxième question que voici. Comment peut-on maximiser l'impact du numérique et l'intelligence artificielle pour bâtir des sociétés plus inclusives en minimisant ces effets néfastes? Ceci a été mentionné ce matin par un de nos intervenants qui nous a parlé de nouvelles technologies au service de la défense des droits de l'homme en situation de conflit. Donc, les droits humains sont véritablement au cœur de notre débat. Comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent être mises à notre disposition? Comment peuvent-elles contribuer à bâtir des sociétés plus inclusives? En troisième lieu, la dernière question se rapporte directement à la feuille de route de l'ODD 16. Voici la troisième question. Comment est-ce que les pays affectés par les conflits, et il y en a énormément, nous en avons cité quelques-uns, mais évidemment pas tous ce matin, donc comment est-ce que ces pays qui sont affectés par les conflits peuvent suivre la feuille de route de l'ODD 16? Et vous avez peut-être des exemples à partager, et dans ce cas, n'hésitez pas. Voilà, donc nous allons être ensemble pendant 45 minutes, environ 45 minutes, et j'aimerais, si vous le voulez bien, sans plus tarder, lancer la première question. Je vous la répète. Comment pouvons-nous renforcer les accords et les partenariats pour encourager la participation des groupes sous-représentés tels que les femmes et les filles, la jeunesse et les personnes en situation de handicap dans des initiatives pour le maintien de la paix en République d'Haïti, mais pas que. Et donc, nous allons également avoir un regard à travers le monde. La question est lancée. Je vois déjà que vous réfléchissez et certains prennent des notes et d'autres, je vois, essaient déjà d'utiliser leur petit signal pour m'indiquer qu'ils ont envie de prendre la parole. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
et je vous donnerai ensuite la parole. Après ces quelques petites minutes de réflexion, je regarde autour de moi et je vois que Monsieur Vincent, vous avez envie de prendre la parole, mais je sais que depuis ce matin, je vous vois très actif à côté de moi. Vous écoutez avec beaucoup d'intérêt tout ce que je dis, tout ce que les intervenants ont dit. Et j'ai vu que ce matin, vous avez été un peu frustré de ne pas pouvoir prendre la parole lorsque vous vouliez. Alors, je ne suis pas surprise de voir que vous êtes le premier à ouvrir le débat. Yes, indeed. Thank you very much for giving me the floor, Madam Chair. And I was very frustrated this morning, but that had more to do with my train being an hour late, more than the lack of an opportunity to speak here at the conference. So thank you very much for inviting me here, and thank you for allowing me this opportunity to give my own views on some of these interesting questions this afternoon. And I hope that some of the things that I will say will in turn give rise to further reflections from other people around the room. So the first question that you've asked is this one about partnerships and how we can include marginalized groups like women, young people, people with disabilities in peace building in the future. And I think if we're looking at Haiti as our primary focus today, we have to, first of all, agree that nothing can really be done meaningfully, I think, until we have, in some way or form, brought the violence to an end in Haiti. I think that's the first point that has to be underlined. There is a situation of chaos on the ground, and it's all very well to talk about trying to help women, young people, people with disabilities. But the first thing that we have to do is to make sure that we have peace, a real peace on the ground, and a stop to the violence and a stop to these gangs that are running the country. And until we do that, then I don't think we can really focus on any one group in particular, in my opinion, anyway. And then I think there's a second phase, which is what happens after the country and its institutions are back on their feet again. What happens in that stage? And I think here we could learn a lot from former peacekeeping operations throughout the world. And here I think about what happened in Rwanda, for instance, what happened in the former Yugoslavia at the end of the 1990s, when you had a situation, perhaps an even worse situation, definitely an even worse situation in the case of Rwanda and Yugoslavia, where you actually had a civil war, ethnic cleansing, and divisions between communities. And for instance, if we take Rwanda as an example, there were in the years after the conflict a number of attempts to try and create some kind of harmony between the different groups. And this was through something that was very interesting initiative called Truth and Reconciliation Committees, which I think are an ideal way in a conflict situation, after a conflict, to try and foster understanding between different groups. And I think to a certain extent they have worked well in Rwanda. They've brought together different sides to sit around the table, to be involved in rebuilding the country after its problems. And now, 20 years on or so, Rwanda is really taking big strides on the international stage as a developing country. It's really growing at a quick rate, and the communities seem to be more living side by side harmoniously. And I think that this is something that we could apply to Haiti, to work out what people's grievances are, what the disputes are between different groups. Also, lots of people are caught up in this gang, I'd say gang warfare. And so what I think we need to do is, rather than just sending everyone to prison at the end of this conflict,
is actually looking at people that were just caught up in gangs, perhaps did not take a very active part, but nevertheless were engaged in what might be termed illegal activity. Of course, there's some activities more serious than others, but I think if we could involve these people in some kind of reconciliation committee with the people who have been affected by their criminal activity, and that's a way to try and rebuild communities. I don't think sending thousands of gang members to prison is necessarily the answer. For more serious crimes, of course, but for less serious offences, then I don't think that's the best way forward. So I think some kind of reconciliation between gangs and the community in Haiti could be beneficial. And then I think we can turn to focus on helping women, young people. And we know that there have been in Haiti many instances of sexual crime, offences committed against women primarily. And that's why I believe that Haiti will really need support from the international community, from countries that have experience or expertise in this field, to provide counselling services and assistance and support for those who have been affected. So, as I said, and I know I've spoken at some length already on this, I think it's a two-stage process. First of all, bring peace to the country, and then secondly, focus on those more marginalized groups. And I think it would help as well to have some kind of initiative to promote women in politics in Haiti, where I think over the years they have been underrepresented, and it's very much been a political sphere dominated by men in the country. Je vous remercie, Monsieur Vincent, et j'aimerais également peut-être apporter une information dont vous peut-être qui peut être tout à fait nouvelle pour vous. Nous savons que pour contextualiser un petit peu la situation en Haïti, les gangs contrôlent la capitale de Port-au-Prince et 180 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Nous savons que les enfants ne sont pas en mesure d'aller à l'école et sont utilisés souvent par ces gangs comme informateurs, comme vous le disiez. Quelquefois, on se retrouve impliqué dans des gangs malgré soi, et c'est le cas de nombreux enfants. Donc, on peut imaginer l'impact sur leur vie. Nous savons, comme je l'avais dit précédemment, que personne n'a été arrêté pour le meurtre du président. Et donc, pour cette EDD, nous parlons de l'accès à la justice, ce qui est absolument primordial. Mais nous savons que les femmes qui sont au cœur de notre débat, mais également du conflit, puisque, comme vous l'avez dit, elles sont très souvent utilisées, malheureusement, les femmes et les filles sont très souvent utilisées comme armes de guerre, notamment au niveau des agressions sexuelles. Eh bien, nous savons que sur place, en Haïti, eh bien, ONU Femmes est très présent, et que grâce à la présence de ONU Femmes, eh bien, 230 femmes et filles ont réussi à fuir la violence de ces gangs et ont pu recevoir des aliments, par exemple, et des trousses d'hygiène. Nous savons également que ONU Femmes a organisé des réseaux de soutien psychologique pour permettre à ces femmes soit de fuir le pays ou de rejoindre d'autres membres de leur famille pour trouver un soutien familial. Alors, il est vrai que nous pouvons penser qu'il s'agit là d'une sorte d'échappatoire, mais les femmes ont réussi à s'organiser par quartier dans la République d'Haïti. Et grâce à leur organisation, elles ont pu soutenir les enfants sur place et recréer des écoles quelquefois dans des ruines, des écoles tout à fait informelles, pour essayer d'empêcher que les enfants n'aillent rejoindre ces gangs. Alors malheureusement, quelquefois c'est au risque et au péril de leur vie que ceci s'est passé, mais les femmes sont très organisées, elles sont très très proactives dans ce domaine. Donc j'ai bien noté votre suggestion en deux étapes. Tout d'abord, mettre la fin à ces violences et puis ensuite remettre ces groupes qui sont moins représentés au cœur du débat. Mais je pense que déjà,
il y a de façon assez informelle des réseaux qui existent déjà et qui nous apportent de l'eau à notre moulin dans le sens où nous avons besoin d'écrire un rapport ce soir. Nous le faisons en fin de chaque journée. Hier, nous avons écrit déjà la première partie de notre rapport sur le Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est sur la République d'Haïti. Et je pense que nous pourrons sans aucun problème avoir déjà des idées bien en place en fin de journée. Mais je vois que Madame Houghton aimerait également prendre la parole. Je vous donne la parole. Thank you very much, Chair. I wanted to respond to what my colleague, Mr. Russell, said before, and also what you yourself so helpfully brought up now when you mentioned that there are, in fact, some initiatives already in place, even while conflict is still ongoing. Because it's true that I've realized this might be a somewhat distasteful pun to make that I did not mean to do so, but we didn't wish to jump the gun, so to speak, in terms of bringing support to underrepresented groups such as women, young people, and those living with a disability. I wanted to just share with the group, to those of you who might not know, that all multidimensional peacekeeping missions do have gender advisors deployed already to help with their work. And we know that the situation in Haiti is, of course, more complex, as there is naturally not yet a peace treaty that's been negotiated, and so there isn't a full-on peacekeeping mission, so to speak, on the ground now. But I wonder if perhaps the work of the gender advisors can still be used in a fruitful way before a peacekeeping mission itself can be begun, during the peace building process before that. I also want to thank you, Chair, for bringing up the wonderful work of UN Women. It's fantastic to hear that so many have been offered counselling and hygiene kits in this difficult time. In terms of moving forward, I wanted just to cite the example of a very successful initiative from a few years ago in the Democratic Republic of Congo. After the end of a part of the UN's work there, the name before me is just in French, but I'm going to try to pronounce it very poorly, and hopefully the interpreters can help me. The Programme d'aide communautaire pour la jeunesse, I think, to with young people were consulted to have their voices heard in the process after that. So hopefully in Haiti we could learn from that, or rather the team who will be involved, in making sure that young people are consulted to share their perspectives on what needs to be done. I think the way that armed gangs are so prominent in this particular situation means that I can imagine that the involvement of young people is particularly important, because, as we've said, young people are particularly prone, I think, to, or particularly vulnerable, I should say, not prone, but vulnerable to being caught up, sort of in spite of themselves, into gang violence. And so having their voices heard in a similar way to, as has been done in other areas around the world, would be really crucial. So please do include something along those lines in the report to be drafted later. Thank you. Je vous remercie, et nous voyons combien le travail de des Nations Unies est riche, et nous avons une expérience des zones de conflit, des réconciliations, comme l'a mentionné Monsieur Russell, et nous savons que quelquefois il est difficile de rassembler toutes ces informations et de trouver ce que l'on a envie de trouver, et donc il est bon d'avoir ces tables rondes pour pouvoir échanger entre nous et nous rappeler les uns les autres que ces initiatives existent et qu'elles ont eu énormément de succès. J'aimerais également rappeler que
Nous avons un service des Nations Unies qui est présent sur place en Haïti. C'est le Bureau intégré des Nations Unies, le BINU. Et ce bureau est en relation avec nous. Il est sur place depuis plusieurs années déjà. Et nous avons, grâce au BINU, des informations très précises, notamment sur ces enfants qui sont devenus orphelins. Alors, j'aimerais apporter une petite précision. Pourquoi parlons-nous des personnes en situation de handicap? Vous pourriez peut-être penser que ce sont des personnes qui sont nées avec un handicap. Eh bien, il faut savoir que pendant des conflits, il y a de nombreux blessés, malheureusement. Et il n'est pas rare de voir des personnes qui, malheureusement, perdent un membre, soit un bras, une jambe, une main, des blessés dans les conflits. Et à la suite de ces blessures qui surviennent pendant des attaques, eh bien, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de handicap. C'est tout à fait nouveau pour ces personnes. En général, il peut s'agir souvent d'hommes qui sont sur la zone de combat, et ces personnes ont peut-être des familles à charge. Et ces familles à charge, eh bien, lorsque cette personne meurt, se retrouvent seules et isolées. Donc, je pense qu'il est absolument vital que nous prenions compte que ces personnes en situation de handicap ne sont pas des personnes qui sont seulement nées avec un handicap. Elles deviennent des personnes en situation de handicap à la suite des conflits. Et pour ceci, il faut des hôpitaux, des services médicaux, des services de rééducation, des attelles, par exemple. Et c'est quelque chose qui coûte très cher et qui n'est pas souvent disponible dans des zones de combat. Donc, je tenais à faire cette remarque. Je vois que ma- euh, Madame Charmel voudrait prendre la parole. Je vous remercie de vous joindre à nous et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, j'écoute cette conférence depuis ce matin avec énormément d'intérêt. Et je dois dire qu'il y a une question qui me travaille un tout petit peu, même beaucoup, depuis ce matin. Et c'est en partie par rapport à ce que vous avez dit, ce que Monsieur Robert a dit, mais aussi ce que beaucoup de nos intervenants ont dit. C'est le fait que pour arriver à une véritable avancée dans ce conflit, voilà, par rapport à la résolution de ce conflit, il faut l'aide non seulement des institutions, mais des sociétés civiles et puis des communautés internationales en général. Mais je ne sais pas pour vous, mais pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse énormément aux conflits de par le monde, je remarque qu'il y a malheureusement un côté un peu de tendance, c'est-à-dire que il y a un conflit et puis on en parle énormément pendant plusieurs mois. Et puis donc il y a plus de donations, il y a plus de couverture médiatique. Et donc, voilà, on en parle et on travaille à une avancée, on travaille à arranger les choses. Mais plus ça va et moins on remarque d'avancées véritables, moins on s'y intéresse. Donc, forcément, il y a moins de donations. Les organisations qui visent à aider, justement, ont moins de fonds. Et puis, on délaisse tout simplement ces personnes qui souffrent. Donc, j'aimerais savoir des personnes autour de la table quelles suggestions vous auriez justement pour contrer justement ce problème qui est assez dérangeant, je dirais, parce que vous imaginez un peu considérer des vies humaines comme une tendance. Je vous remercie, Madame Charmel. Et ce matin, je reviens au discours de Madame Hatcher, qui nous a dit que les médias étaient au cœur même du débat également. Ils étaient une partie active. On a parlé des journalistes et de la vie difficile qu'ils pouvaient avoir en essayant de raconter certaines histoires sur le terrain, au cœur même des conflits. Mais pourrait-on parler de mode? D'avoir, vous utilisez le mot de tendance, est-ce que nous serions peut-être nous-mêmes un peu influencés par ce que les médias nous donnent en tant qu'information et qu'une fois que cette tendance est passée et que peut-être même pour la situation de Haïti, la situation continue d'évoluer et qu'on en parle moins, est-ce que cela donne plus de droits aux gangs, par exemple, sur place, qui se sentent peut-être plus libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, puisque plus personne ne s'intéresse à la situation. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Malheureusement, je pense que la réponse est simple et c'est oui. C'est un oui équivoque parce que sans vouloir donner une dimension un peu trop politique à mon opinion, on peut parler par exemple du problème des Ouïghours il y a quelques mois. Alors tout le monde s'y intéressait, tout le monde était abasourdi en voyant les images, les images et tout ce qui en ressortait. Et puis du jour au lendemain, c'était fini. C'était fini, on était passé au prochain conflit, puisque forcément, on dirait que l'attention du public très éphémère. Et c'est dérangeant, je pense que le mot là, c'est dérangeant, ça donne à se poser des questions, mais que représente la vie humaine pour des personnes pour qui ce n'est pas une réalité? Je pense que vous avez peut-être soulevé là une question qui nous interpelle. Est-ce que nous habitons nous-mêmes? Est-ce que nous retournons à notre quotidien sans nous soucier véritablement de ce que le quotidien d'une personne en situation de conflit représente? Et je pense que peut-être que moi-même, je sens c'est peut-être quelque chose que je fais le soir en rentrant chez moi. Et que même si je me suis intéressée toute la journée à la situation à Haïti, peut-être que le soir, eh bien, j'ai le luxe de pouvoir me dire que je tourne un petit bouton et que je passe à autre chose pour passer une soirée tranquille, par exemple, avec ma famille. Donc, est-ce que les médias nous habituent peut-être à nous intéresser à un conflit comme l'Ukraine et la Russie, par exemple? En ce moment, c'est plutôt la Palestine et Israël. Et quel sera peut-être le prochain conflit? Donc, c'est une question que nous soulevons avec grand intérêt. Je vous remercie. Je vois que sur ma gauche, Monsieur Vincent voudrait également prendre la parole. Ou c'est peut-être... Thank you, Chair. Actually, I'd left my flag up Ah, last time, but I'd be happy to speak again. May I speak in Portuguese? of course. Euh, Comme vous le voyez, je parle un peu l'anglais également, mais seulement quelques mots. Mais le portugais beaucoup moins, alors il va falloir que je chausse mes écouteurs. Okay, just tell me when I can start. Je pense que vous pouvez y aller. Oui, j'aimerais rappeler que l'interprétation portugaise est sur Zoom. Okay. I'll be brief then. Okay. Então, Everybody's got access. ok. Neste caso, eu peço desculpa para aqueles que não têm acesso a Zoom, para ver os meus comentários em português. Bem, eu agradeço a Presidente por me ter dado a palavra e estou muito contente de estar aqui convosco. E agora nós acabamos de ouvir uma intervenção muito interessante da senhora Chamel, que me pôs a pensar. E eu acho que nós podemos dizer que o Haiti não tem muita sorte. Eu acho que esse não é um exagero. Neste momento, o Haiti está numa situação de caos. E é uma vergonha para a comunidade internacional. Nós não estamos a fazer, nós não estamos a fazer basicamente nada para este país que precisa da nossa ajuda. Ao mesmo tempo, temos o conflito no Gaza, com Israel e os palestinos, que está a ocupar muita atenção mediática. E também temos, aqui mais perto da casa, temos o conflito, a guerra na Ucrânia. E isso quer dizer que o Haiti não está a receber a atenção que merece. Este país, desde a sua fundação, não tem recebido a devida atenção. E é uma vergonha, como eu disse, porque as pessoas, os haitianos, estão a sofrer e nós precisamos de ajudá-los. E eu acho que é uma pena também, Senhor Presidente, que não tenhamos mais pessoas de origem haitiana aqui conosco. Onde é que estão os convidados a esta conferência do Haiti?
eu estou a olhar em redor e não há ninguém, basicamente não há ninguém a representar o povo haitiano nesta reunião, que eu acho que é uma pena. E eu acho que seria uma boa ideia para a próxima conferência convidar mais pessoas para participar nestes eventos que são afetadas pelos problemas do país. E, falando dos haitianos, eu acho que há uma coisa que a gente não mencionou até agora, que é a diáspora haitiana. Há uma comunidade enorme de haitianos nos Estados Unidos da América. Um, o Haiti tem uma longa história de emigração para os Estados Unidos e para outros países também. Basta pensar em alguns artistas, por exemplo, o Jean-Michel Basquiat, um artista famoso dos anos 80, haitiano, um, que, que vivia nos Estados Unidos, músicos também, e podemos contar com eles, podemos convidá-los para partilhar as ideias que eles têm para reconstruir o país. E acho que estamos a ignorar uma parte muito valiosa, que é os próprios haitianos. E eu não estou a criticar o presidente, nem a organização da conferência, mas eu acho que para uma próxima conferência devemos convidar os haitianos para representar as suas ideias. E vou parar aqui, é tudo. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de me exprimir em português. Je pense que vous avez tout à fait raison. Nous ne pouvons pas parler des personnes sans elles, sans qu'elles soient présentes. Mais ce matin, nous avons tout de même eu un intervenant qui représentait une organisation culturelle haïtienne, même si cette personne ne venait pas directement de Haïti, pour une raison simple, c'est qu'en ce moment, à la suite du conflit, eh bien, personne ne peut rentrer ou sortir de Haïti. L'aéroport a été détruit, aucun visa n'est donné à des personnes de Haïti en ce moment. Et nous avons essayé, mais nous essaierons encore et encore pour que à notre prochaine rencontre, eh bien, nous puissions les avoir avec nous. Mais je pense que ce sera plutôt au Conseil des droits de l'homme qu'ils seront réunis d'ici 3 à 4 semaines. Et nous espérons véritablement de pouvoir d'essayer de les avoir avec nous. Mais nous avons eu un représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Je pense que c'était hier. Et cette personne a pu nous parler, mais la liaison était très mauvaise et c'était très difficile d'entendre ce qu'elle avait à nous dire et nous réessaierons à nouveau. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque nous parlons d'un pays, il faut que les représentants soient avec nous, absolument. Et vous avez tout à fait raison ici. Alors, j'aimerais essayer de recentrer le débat et de passer à notre seconde question, peut-être. La première question, eh bien, elle était la suivante. Nous avons essayé de comprendre comment nous pourrions renforcer des accords et des partenariats pour encourager la participation active des groupes qui sont sous-représentés. Nous parlons des femmes et des filles, nous parlons des personnes en situation de handicap et nous parlons également de la jeunesse. Il est vrai que nous avons, je pense, soulevé des idées assez intéressantes, notamment que ces groupes de personnes étaient très présentes au cœur du conflit, mais que tant que le conflit fait rage, eh bien, il est très, très difficile d'essayer de soutenir ces groupes et de les mettre au cœur de notre débat, mais que ce n'est pas chose impossible, puisque certaines initiatives avec les femmes, grâce à ONU Femmes, ont eu déjà lieu. Nous savons qu'elles essayent dans les quartiers de réorganiser des écoles pour essayer de sauvegarder les enfants, pour qu'ils ne soient pas pris en otage par les gangs et qu'ils deviennent eux-mêmes des informateurs pour ces gangs. Donc, j'ai noté quelques idées, notamment la place du journalisme pour garder l'attention de la communauté internationale sur les conflits. Et je pense qu'il s'agit là d'un problème qui n'a pas été soulevé hier.
Donc, j'aimerais remercier Madame Charmel qui nous a fait part de cette idée. Je l'ai notée et je pense que nous en reparlerons. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est un débat très actif. Nous sommes motivés. Je ne sais pas ce que vous avez mangé pour le déjeuner, mais nous avons de l'énergie à revendre ici autour de cette table. Et je pense que nous sommes en mesure de commencer à réfléchir à notre seconde question. Et cette fois-ci, nous changeons du tout au tout. Nous parlons des nouvelles technologies. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que nous sommes en pleine révolution technologique. Non seulement il y a le numérique, l'intelligence artificielle, et nous avons vu ce matin le rôle des drones, par exemple, pour essayer de comprendre sur le terrain comment est-ce que les forces de consolidation pour la paix peuvent intervenir pour protéger certaines populations, par exemple, qui seraient menacées dans l'immédiat. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces technologies pour bâtir une société plus inclusive, tout en minimisant les effets néfastes? Alors voilà, réfléchissons quelques instants. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, comment peuvent-ils nous aider à mener à bien notre objectif 16, qui consiste à promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, à assurer l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous les niveaux. Je vois que Madame Houghton, je ne suis pas surprise parce que je vous ai observé ce matin et lorsque notre intervenant nous a parlé des nouvelles technologies, vous aviez l'air très intéressé. Je vous voyais prendre des notes. Donc, je vous donne la parole avec plaisir. Thank you very much. You're right that I listened with a great deal of interest to all the presentations this morning, but in particular, it's true that I was particularly struck by the relationship between disinformation and fake news and technology, and how technology can be, as we all know, used for good as well as for ill. I think it's as Mr. Russell mentioned at the beginning of this debate, it's difficult to even imagine promoting the helpful use of technology to sort of broadcast the live situation on the ground and share what's really happening when no foreign journalists can enter Haiti at the moment because of the airports being destroyed and or controlled by the gangs and so on. But I do wonder if perhaps we could still harness the capacity of technology to, in some way, perhaps make sure that people on the ground can receive updates of where a sudden, for example, outburst of violence has happened in their local area, or even, for example, a sudden announcement of where an aid point has had to be moved due to the constantly evolving situation. So I think technology really as a kind of communication tool is perhaps the most pressing and indeed the most viable at the moment option. Having said that, in the future, as we've discussed and as we've seen in many other situations around the world, the use of technology for foreign journalism is really helpful and dramatically increases our ability to as in people, those of us who aren't currently in a zone of conflict, to follow closely what's going on. What Madame Charmel was saying earlier really spoke to me, because it's true that as limited human beings, our capacity for empathy is enormous, but it is still limited. And so I think there's a sense in which people don't know how to take on the emotional burden of knowing what's going on in every single situation around the world. And so I do hope that
this is perhaps changing topic slightly, but I do hope that with the rise of technology, foreign journalism can be more effective in order not only to spread the word about things that are going on, but also spread confidence building measures so that people know that organizations such as the United Nations and other NGOs and charities are working and are helping people. That, I think, would help people to feel that there is a glimmer of hope in such difficult times. That technology could be used to spread messages of hope as well as raising awareness of destruction. And I think that must surely be a key part of achieving SDG 16, because it's so crucial that, well, for an institution to be strong, the people need to have confidence in it and trust that it is fruitful and it is working for good. I do hope that nobody would think that SDG 16 being the last one, if I'm not wrong, means that it's kind of very low priority in relation to all the others. We've already heard today how interrelated the SDGs all are. So I believe those are my initial thoughts on how technology might be used. Thank you. Très bien. Eh bien, écoutez, je rebondis sur votre contribution et je sais que je suis entourée d'ordinateurs. Aujourd'hui, vous me voyez, alors l'habit ne fait pas le moine, mais je pense que j'ai un petit outil ici qui, je pense, est devenu un outil de combat. Et cet outil de combat, c'est le téléphone portable. Et là où la presse ne peut pas aller sur le terrain, eh bien, les personnes elles-mêmes, celles que vous disiez, où sont-elles? Eh bien, elles ont sur le terrain et elles ont un téléphone portable. Et je pense que j'ai véritablement été très agréablement surprise de voir comment certaines personnes sur le terrain filment ce qu'elles voient, essayent de nous raconter leur quotidien. Et par exemple, dans le conflit israélo-palestinien, il y a de jeunes enfants, notamment une petite fille qui a ouvert un compte sur TikTok et qui, tous les jours, cuisine un plat palestinien avec ce qu'elle trouve. Alors, quelquefois, c'est tout à fait simple, mais elle a une petite casserole, un petit réchaud pour faire cuire quelque chose. Et avec ce qu'elle trouve, elle nous donne une recette, comme si elle était un grand chef ici en Europe qui présentait un plat que l'on pouvait tous faire chez nous. Et je pense ça absolument extraordinaire. La résilience, son sourire, cette façon de nous parler, par exemple, non pas de la souffrance, mais de sa résilience pour préparer à manger pour sa famille. Il y a de nombreux comptes TikTok en ce moment de la part de personnes qui vivent le conflit. J'ai également vu, par exemple, une jeune enseignante qui enseigne dans les ruines. Elle a une grande pochette et tous les jours, elle se promène avec cette pochette et à l'intérieur, elle a réussi, par miracle, à trouver des feuilles de couleur, quelques feutres, certaines choses comme ça. Et elle fait classe de façon incroyable au milieu des ruines avec des groupes d'enfants qu'elle trouve tous les jours. Et je pense que c'est ça, l'arme, cette arme que nous avons à portée de main qui peut changer le monde. C'est notre téléphone portable qui démocratise l'information. Alors, je sais qu'il faut vérifier ces informations, je sais qu'il y a énormément d'informations erronées, mais cette démocratisation de l'information passe par cet outil. Et j'aimerais vous encourager tous et toutes à vous éloigner des grands discours et à rejoindre les réseaux sociaux, qui est le nouveau langage des personnes d'aujourd'hui. Voilà, je sais que ce n'est pas l'invention de dernier cri, mais je vous recommande d'ouvrir votre portable et d'essayer de chercher des choses un petit peu plus, peut-être simples qu'un long discours du secrétaire général, mais tout aussi importantes. Voilà, je vois que Monsieur Vincent, vous voulez prendre la parole et je regarde l'heure, il ne nous reste plus que 10 minutes. Thank you, Madam Chair. But, if it's okay with you, I've already taken the floor, so perhaps I could come back shortly with a couple more comments, but I think there's someone that hasn't spoken before that would like the floor. C'est très généreux de votre part et vous avez tout à fait raison. Et j'aimerais donner la parole à Monsieur Piatta qui vient juste de nous rejoindre. N'hésitez pas,
partager avec nous ce que vous avez à nous dire. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Es que yo quería añadir unas cosas sobre el uso de la inteligencia artificial porque has mencionado de su móvil. Y bueno, y creo que aparte de las cosas sobre la desinformación, tenemos que pensar sobre las cosas positivas del uso de nuestros móviles. Porque, por ejemplo, como tenemos ya notificaciones sobre terremotos, por ejemplo, sobre el tiempo peor, malo. También se puede implementar sistemas de comunicación de emergencia y, por ejemplo, podríamos tener alertos tipo de SMS o notificaciones en nuestros móviles eh, a los residentes para decirlos sobre el sobre peligros, perdón. También has mencionado las redes sociales y creo que esto es un problema muy grande porque el señor Raza ha mencionado sobre la guerra de Ucrania y sobre la guerra en Gaza y bueno, creo que la situación es que todo esto es mucho más publicado de lo que la situación en Haití y por eso creo que tenemos que hacerlo más, tenemos que aumentar la voz de la gente de Haití para que tengamos más apoyo para ellos. Aparte de eso, también escribo una cosa que creo que sería una cosa maravillosa, que es implementar una telemedicina, que sería una consulta remota para aumentar atención médica, especialmente para las personas que no tienen tanto acceso a los hospitales o en las zonas donde, por ejemplo, como en casa, donde los hospitales fueran destruidos completamente. Además de esto, podemos también usar drones y otra tecnología bueno, que ya lo tenemos todo. Entonces, creo que podríamos usarlo para monitorar zonas de conflicto, evaluar los daños y localizar población desemplazada. Em, y también volviendo un poquito al tema de telemedicina, creo que también podríamos implementar un grupo de apoyo en línea, porque bueno, sabemos que toda la situación es terrible, entonces creo que también tenemos que tener en cuenta los derechos humanos y la cosa que la gente también necesita ayuda mentalmente. Entonces tenemos que no solo darles el apoyo con dinero o con esfuerzos o que sea, pero también tenemos que enfocarnos en las personas mismas. Muchas gracias. Je vous remercie de votre intervention et je note la télémédecine, puisque ce matin, nous avons parlé du soutien du gouvernement japonais à Haïti, notamment par le biais de la médecine. Et nous avons parlé, par exemple, il y a quelques instants, je vous avais rappelé que des personnes qui sont malheureusement blessées au cœur du conflit, eh bien que ces personnes deviennent des personnes qui souffrent de handicap. Donc, je pense que la télémédecine est absolument essentielle pour essayer de répondre à un besoin immédiat sur le terrain. J'aimerais également revenir au sujet du téléphone portable et peut-être de ce que Madame Charmel a dit, c'est-à-dire de la mode, des tendances, lorsque l'on a tendance à écouter ce qui se passe dans un pays, à oublier ce qui se passe dans d'autres pays. Nous savons que, par exemple, de nombreux conflits durent pendant des années et des années. Par exemple, le Yémen, par exemple, la situation au Soudan ou la situation en Syrie, par exemple. Et ceci, c'est également, ce sont des pays qui sont tombés dans l'oubli un petit peu. Malheureusement, c'est une tragédie. Donc, comment est-ce que l'ODD 16 pourrait éviter que ceci ne se passe? Je regarde l'heure, nous avons un intervenant, et je vais peut-être changer l'ordre du jour légèrement. Je vais suggérer une petite pause après Monsieur Vassaux, une petite pause de 15 minutes, et nous reviendrons après cette pause pour conclure. Je vous remercie. Monsieur Vassaux, vous avez la parole. Thank you very much for giving me the floor again, Madam Chair, and I'll promise that I won't take up too much of your time. I think very often when we come together at these meetings, we theorize, we hypothesize, but what we actually need more than anything are tangible examples of
initiatives that work on the ground. And with regard to digital tools and AI, I have one that I'd like to share with you this afternoon. And it's the story of an NGO called APRAN, APRANN, which does some excellent work with digital equipment. Now, here we are sitting in one of the wealthiest countries in the world. Many of us around this table with our laptops, our smartphones, all the latest technology that you can see in this room. And being part of a university like this, every few years we update our equipment and we simply get rid of the old ones that perhaps aren't as high performing as they once were. They're maybe obsolete, for want of a better word. And what happens to this technology? Well, very often it's just thrown away. But this organization, APRAN, will take your old IT equipment, as long as it still works and it's still in relatively modern condition, and it will take your IT equipment and it will deliver it to a number of charities that work on the ground in Haiti. It works with 501 different partners in Haiti. And they will then use your old IT equipment to help people in Haiti. Could be children in schools, could be businesses, or could be institutions as well. All they ask you to do is to wipe your hard drive before you donate your old computer, let's say, and they will do the rest. They attach a sticker or a plaque on the back of the equipment saying where it's come from. So it would say, for instance, from London Metropolitan University. And they also provide you with a photo, an update, a year or two later to show what your equipment has been used to do. So you can see your computer being used in a school in Haiti. And it's been working in Haiti since the earthquake in 2010. And it's done some excellent work. And I think if you're looking for a tangible example of how digital tools can be used to help the people of Haiti, I think that's one. And I'd encourage anyone that's got an old laptop in a cupboard at home or a smartphone that they don't use anymore because they've upgraded to the latest model, to think about donating it to an organization like APRAN, who will pass it on to a worthy cause in Haiti. Je vous remercie d'avoir partagé cette initiative qui est très intéressante. Et même ici, au sein des Nations Unies, eh bien, nous avons également un programme similaire avec des universités et ainsi que d'autres pays. Mais je note précisément cette initiative et je vais la mettre bien en évidence dans mon rapport. Je pense que c'est absolument très intéressant. J'avais promis une pause à 14h30, il est 14h33. Et je pense que nous devons tenir notre engagement d'avoir cette petite pause de 15 minutes. Nous devrons revenir à la troisième question de notre table ronde après la pause. La pause ne durera que 15 minutes, donc essayez d'être ponctuel et de revenir à 14h45 de façon assez précise pour que nous puissions reprendre ce débat. J'aimerais, si vous le voulez bien, remercier les intervenants qui sont intervenus pendant la première partie de ce débat, de cette table ronde. Je les en remercie et je pense que notre deuxième partie, après notre pause, sera tout aussi motivante et pleine d'énergie et qu'à la suite de ceci, à la fin de notre deuxième journée de conférence, nous aurons à nouveau des points assez tangibles et des idées qui pourront bâtir notre rapport. Demain, nous aurons notre troisième journée de conférence et il y aura un troisième volet pour notre rapport. Voilà, sans plus tarder, je pense que nous allons devoir interrompre notre lien de retransmission en direct et nous reprendrons après la pause café. Je vous remercie.